Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, toujours de l'actualité mais sportive pour le coup avec Séverine Méridan, ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 10 juin 2022 et suite à l'altercation entre salariés grévistes et non grévistes, la direction de la société West Indies Environnement s'exprime. On fait le point avec Patrick Loger, secrétaire général du groupe. Ce qui nous est remonté, c'est qu'il y a eu un mouvement d'humeur mercredi soir au moment de la sortie des camions disposés à effectuer la collecte des ordures ménagères sur un certain nombre de communes. Et à la suite de ce mouvement d'humeur, un employé aura été blessé, accidenté. C'est l'information que nous avons eue et aujourd'hui nous avons deux versions qui s'affrontent. Une version qui nous dit que le collaborateur serait tombé devant le camion et une autre version qui dit que le camion l'aurait percuté. Au moment où je vous parle, il y a une enquête qui était diligentée et nous attendons le résultat. Néanmoins, ce qui est important pour nous, c'est que notre collaborateur soit en très bonne santé et puisse rapidement reprendre son poste de travail auprès de ses autres collègues. Alors, vous avez dit qu'il y a eu un mouvement d'humeur, mais ce n'était pas une grève, vous n'avez pas reçu de préavis de grève? Nous n'avons pas eu d'informations à ce niveau et c'est pour cela que nous disons simplement, au départ, pour nous, c'est un mouvement d'humeur. À partir de là, certaines doléances nous sont remontées et nous avons invité et nous invitons l'ensemble du personnel à discuter avec nous pour sortir de cette impasse. Il a été remis en question un protocole signé par l'ensemble des représentations du personnel qui est aujourd'hui contesté par une partie des collaborateurs. Nous écoutons, nous entendons et nous sommes sur le pont pour comprendre ce qui se passe et pour, bien entendu, continuer à travailler sereinement puisqu'il n'est pas question pour nous que la situation se détériore au sein de l'ensemble du personnel affecté à notre société. Le CHU de Pointe-à-Pitre, lui, tente d'améliorer la prise en charge des patients en soins intensifs. L'occasion pour les personnels de santé d'effectuer leur mise à jour sur de nouveaux équipements très techniques comme l'ECMO, un dispositif de circulation sanguine extracorporelle dont vous avez entendu parler pendant la gestion de crise Covid. Le reportage. On a reconstitué ici une chambre de réanimation avec tout le matériel de prise en charge d'un patient lourd de réanimation, que ce soit les thérapeutiques administrées par pouce-seringue, le scope, le monitorage scopique, un respirateur et surtout, ce qui est particulier dans ce cas, c'est un dispositif d'ECMO, donc de circulation extracorporelle, qui permet d'aspirer le sang à travers une grosse canule, de l'oxygéner de manière efficace et de le réinjecter grâce à une pompe à travers une deuxième grosse canule. C'est un dispositif qui est très spécifique, qui nécessite une prise en charge qui est très lourde, non seulement médicale, avec une équipe médicale qui a été formée toute l'année via des coopérations avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais qui nécessite aussi une prise en charge experte de la part du personnel paramédical, en particulier les infirmières et les aides-soignants, pour tout ce qui va être la prise en charge quotidienne au lit du patient, la mobilisation du patient, tous les soins, les toilettes et des choses qui sont fondamentales. Ce travail d'équipe est très important, ça nous permet de collaborer ensemble du début jusqu'à la fin. C'est très important aussi pour nous, les infirmiers, aides-soignants et médecins, pour pouvoir participer ensemble dans la prise en soin des patients sous ECMO, notamment par rapport à l'atelier de simulation sur toilettes sous ECMO. Ça permet de nous mettre en situation au moment où on aura les patients à prendre en soin pour ne pas avoir d'appréhension, pour être plus à l'aise durant le soin, pour manipuler les patients au mieux. On est en immersion totale, c'est important parce que finalement l'apprentissage, on sait que les informations elles se fixent mieux quand on est en situation réelle par rapport à quelque chose qu'on va lire sur un livre par exemple. Et puis l'autre gros point positif, c'est qu'on a pu faire
la formation au sein même de la réanimation, grâce à la collaboration avec le centre de simulation des îles de Guadeloupe, qui nous prête le matériel pour le mettre dans une chambre de réanimation. On délocalise la formation. C'est fondamental que chaque membre de l'équipe, la réanimation, c'est un travail en équipe, médicale et paramédicale, et c'est important que tout le monde soit formé. Oui. Ça change le fonctionnement du service de réanimation parce que c'est rajouter une technicité qui est très lourde, c'est beaucoup d'organisation et beaucoup d'investissement. Ça concernera une dizaine de patients par an, qui sont les patients les plus graves. C'est des patients jusqu'à présent, pour bénéficier de cette technologie, qui devaient être envoyés en Martinique. Donc le fait de disposer de cette technologie en Guadeloupe, c'est un très gros plus pour le CHU et la population guadeloupéenne. Un reportage signé Maxime Morel. Et on enchaîne avec le 6e congrès des apprentis chercheurs de Guadeloupe. Des projets comme une enquête ethnopharmacologique sur le rôle des plantes guadeloupéennes contre le Covid-19, la réalisation de tests PCR pour 3 maladies de l'igname ou encore une étude sur le développement des produits à base de lait de chèvre ont été présentés. Des travaux qui visent à améliorer la perception de notre environnement et porter des solutions à des problématiques prégnantes. Le reste en images. Une aventure assez extraordinaire pour ces élèves qui se sont investis, puisque à travers cette collaboration entre les organismes de recherche et l'éducation nationale, entre des chercheurs et des enseignants de l'éducation nationale, nous avons pu accompagner les élèves vraiment pour leur faire acquérir la méthodologie scientifique. C'est vraiment inattendu. À la base, j'étais pas censé le faire, mais j'ai un ami qui me l'a proposé vu que il devait faire, mais il a eu des empêchements. Et il se trouve que lorsqu'il m'a expliqué le principe, j'ai aimé et je me suis dit, pourquoi pas. C'est une façon pour nous de faire le lien entre la science et la société. Et c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et les jeunes qui viennent chez nous, en fait, le plus important n'est pas forcément le sujet sur lequel ils vont travailler. Le plus important, c'est de les initier à la démarche de recherche. Et cette démarche de recherche, on va l'utiliser tout au long de sa vie pour se positionner par rapport à un problème de société, pour pouvoir faire un choix, etc. Je suis allé à l'INRAE, à Prise d'eau, et j'ai travaillé dans la section du réchauffement climatique. On a étudié pas mal de documents pour se rendre compte des causes et les effets du réchauffement climatique. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Trouver la définition exacte de qu'est-ce qu'est le réchauffement climatique. Et là, c'est ce qu'on va présenter. On a plusieurs manières d'essayer de former nos jeunes à la science parce qu'on est conscient aussi que c'est un élément essentiel, qu'il faut dépasser simplement les croyances, les rumeurs ou tout ce qui peut se dire pour vraiment se rendre compte que la science c'est quelque chose qui se construit. Il y a une méthodologie particulière, il y a des échanges entre pairs aussi qui sont des éléments extrêmement importants. J'inviterai les gens à le faire parce que ça permet de découvrir des choses, d'en apprendre énormément et surtout ça permet de faire pas mal de rencontres parce que par exemple moi je suis du lycée des droits de l'homme et on m'a mis avec des personnes, des collégiens du collège du Lamentin et d'autres personnes du lycée que je ne connaissais pas. Du coup, ça m'a permis de faire des rencontres. Déjà, le seul fait de se lancer dans l'aventure, c'est un grand mérite parce qu'à côté de ça, ils continuent leur cursus comme tout le monde. Donc, c'est du travail en plus. Ce sont des contributions d'excellente qualité. Un reportage signé Stanley Manicor. Et on part maintenant pour le job dating spécial personnes porteuses de handicap sur la zone Basse-Terre. L'occasion pour les entreprises de recruter des profils divers, sans compter qu'ils le doivent normalement. Le reportage. L'objectif de ce job dating organisé par notre partenaire l'ADETS, auquel nous, Pôle emploi, la direction régionale de Pôle emploi, a mis à disposition 2 agences, donc celle de Dotémar le mercredi 8 et aujourd'hui, vendredi 10, à l'agence de Basse-Terre, permet effectivement de mettre en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi en recherche d'une alternance.
Donc la particularité de ce job dating aujourd'hui, c'est qu'il est dédié exclusivement aux demandeurs d'emploi en situation de handicap. Écoutez, cette matinée à l'Andy Job Dating de Pôle emploi Bastia, c'est très bien passé. EDF Archipel Guadeloupe est vraiment très heureux de participer à cet Andy Job Dating. Recevoir des candidats à nos offres d'alternance, des candidats qui possèdent une reconnaissance de travailleurs handicapés, c'est très important pour EDF parce que pour nous, cette richesse de la diversité, elle est essentielle chez nous à EDF. On recrute des jeunes, des moins jeunes, des seniors, des personnes qui sont en reconversion, réinsertion, des personnes qui possèdent une URQTH. Et cette diversité des candidatures, c'est très important pour faire un bon fonctionnement d'entreprise. Quand il s'agit d'alternance, auprès des personnes en situation de handicap, il n'y a pas de critère d'âge. À partir du moment où vous êtes en âge de travailler, vous pouvez, dans le cas d'une reconversion professionnelle ou d'une réinsertion, bénéficier d'un contrat d'alternance, quel que soit l'âge. Donc il est vrai que nous avons fait un travail de sourcing et de coaching, parce que nous sommes service public de l'emploi, donc Pôle emploi, il y a la mission locale et le Cap emploi. Nous avons travaillé en collaboration pour permettre qu'aujourd'hui, il y ait des demandeurs d'emploi qui correspondent aux besoins de chaque entreprise présente aujourd'hui. Je suis venue, vu que ma conseillère m'a convoquée pour rencontrer le truc d'entreprise pour trouver un emploi. Donc, du coup, vu que je suis en situation de handicap, donc, du coup, c'était juste par rapport aux handicapés. Donc, moi, j'étais plutôt dans la restauration. Mais là, j'ai rencontré pas mal de recruteurs. Donc, du coup, là, je vais me reconvertir dans une formation de pâtisserie. Donc, du coup, là, j'attends pour les appeler et puis voir qu'est-ce que ça va me donner par la suite. Donc, je croise les doigts pour que je sois recrutée dans ce domaine. Et à Morne-à-l'Eau, les jeunes étaient invités à participer au rendez-vous de l'emploi et de la formation. Le reste en images. C'est un plaisir de constater avoir pensé à une manifestation il y a quelques mois et voir la manière dont ça se réalise aujourd'hui, on a tout lieu d'être satisfait. C'est un bon dispositif et qu'on a besoin d'emploi et je veux prendre un maximum d'informations. Comme j'ai un projet de partir, donc il y a pas mal de stands qui répondent à mes appels et donc c'est cool, c'est bien. Pour qu'ils puissent trouver matière à se former, matière à être embauché, matière à signer des contrats en alternance. Morne-à-l'Eau est au centre de tout et surtout au centre de la Grande Terre. Et c'est cette rectification que l'équipe de la municipalité actuelle tente d'opérer. Un peu des deux, un peu plus quand même quelque chose avant de partir, même si j'ai déjà un projet d'accompagnement. Mais pour l'instant, pour ce que j'ai vu, ça va. Ils ont appris que j'étais mornalien et du coup, ils m'ont proposé de parrainer l'événement. J'ai proposé à quelques artistes de venir discuter de leur parcours, aussi bien scolaire, professionnel que artistique. Et du coup, on participe ensemble et bien sûr, on a partagé l'information et tout ça. C'est un représentant de la jeunesse et de la belle jeunesse qui est en Guadeloupe, une jeunesse qui pense, qui réfléchit, qui agit positivement pour le territoire. Il y a pas mal d'artistes qui ont leur parcours, leur histoire et des choses intéressantes à raconter à niveau scolaire et professionnel. Et c'est aussi important dans le sens où peut-être que ça peut faire un peu peur, un peu institutionnel quand on parle recrutement, orientation. Et c'est peut-être intéressant aussi que des artistes participent et puissent attirer un peu le grand public et participer à rendre ça plus fluide, à transmettre comme information, comme message. J'ai fait le point avec un des partenaires ici présents. En 1 heure, il a déjà récolté plus de 20 CV et parmi ces 20 CV, il y a 4 jeunes qui sont sûrs de signer un contrat de travail. On le souhaite en tout cas. Et on se rend maintenant au Green Stella Pointe-à-Pitre où la créatrice Charlène Mounien, dite Cachou, a présenté sa nouvelle collection de vêtements de plage de luxe. Un show mode singulier avec des modèles exposés comme des œuvres d'art sur des mannequins vivants. Un concept novateur qui a plu, il faut le dire. Le reportage.
Alors aujourd'hui, nous sommes là au Green Hostel pour l'expo mode que j'organise pour ma nouvelle collection couture Love Yourself. Donc c'était vraiment pour mettre en avant la femme de toute ethnie, morphologie et âge différents. Donc en fait, elles sont présentées, vous allez le voir, comme des œuvres d'art en fait. Donc du coup, ce seront les invités qui vont évoluer autour d'elles. Donc ce n'est pas un défilé, c'est vraiment une expo mode. Alors pour moi, c'est un nouveau concept, j'avais jamais vu. J'ai voulu oser pour pouvoir faire partie des femmes de ce nouveau concept, de faire partie des modèles. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau et je pense que les clients, les personnes, ils aiment ça en fait. Quand je suis venue pour essayer ma tenue pour aujourd'hui, j'étais en mode waouh, c'est trop beau, j'ai trop hâte. La preuve, j'ai fait mes ongles de la même couleur que ma tenue. Et j'avais hâte et je suis pas déçue pour l'instant. Je me sens totalement comme une œuvre d'art et j'aime ça. On me regarde, on touche, ils nous demandent de se retourner. Pour moi, c'est un nouveau monde et moi je trouve ça super joli, vraiment. À Love Casual est spécialisée dans le balnéaire, donc ce sont des vêtements de plage de luxe qu'on peut porter soit pour aller à la plage ou pour des sorties, des cocktails, mais tout en réadaptant le côté beachwear en mode chic et habillé. Voilà. Alors la particularité, c'est que, il n'y a pas vraiment de partie. C'est vraiment pour mettre en avant sur un seul et même vêtement différentes morphologies. C'est-à-dire que ça peut être le même vêtement, généralement il y a des tailles, sauf que là, il n'y a pas de taille, elle s'adapte à n'importe quelle morphologie. Quand je sors des collections, il y a toujours une partie qui est faite en Guadeloupe et une autre partie qui est faite dans une autre partie du monde. En l'occurrence, celle-ci, la moitié de la collection a été dessinée et fabriquée à Bali. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui et étant moi-même styliste, je trouve que c'est super intéressant ce qu'elle fait. Et elle nous a également dit tout à l'heure qu'elle faisait ses créations, une partie ici en Guadeloupe et une partie à Bali en Inde. Et je trouve qu'on retrouve un peu l'esprit de tous ces pays, voilà, de toutes ces cultures. C'est très riche. Je trouve ça très intéressant de voir les mannequins mobiles. Du coup, on peut voir la qualité du produit, les finitions. Et ça change de ce qu'on voit d'habitude pour un défilé où c'est très bref, ça va très vite. Donc je trouve ça très intéressant. Et les modèles qui sont aussi de toutes les morphologies, de tous les âges, je trouve ça super. Que tout le monde puisse se reconnaître en fait à travers cette marque. Des images signées Vianney Valverde. Et maintenant, on fait un petit retour sur la Coupe des Saintes, une compétition de voile traditionnelle à laquelle les plus jeunes ont pris part. Ça se déroulait à Terre de Haut. Le retour en images. C'est un événement qui avait l'habitude de se faire il y a quelques années de ça, pas forcément sur la Coupe des Saintes, mais avec les voiles traditionnels, les optimistes, les lasers et autres. C'est vrai que depuis quelques années, on a un peu négligé le sport nautique. Et puis la nouvelle équipe a décidé de relancer le sport nautique. Et pour nous, relancer ça, c'était de faire un événement pour donner aux jeunes, aux anciens, pour échanger avec eux et essayer de créer des structures pour permettre encore de relancer la voile, sachant qu'il y a quelques jeunes qui, depuis quelques mois, ont commencé à travailler la voile traditionnelle avec Steven Foy, Daryl Garçon, Fanny Caruso, Paola Cassin, un certain nombre de filles et garçons qui aujourd'hui s'inscrivent de leur championnat de voile traditionnel et autres. C'est vrai qu'il y a très peu de bateaux voile traditionnels pour diverses raisons. On a malgré tout maintenu le programme, donc on fera bientôt aussi inscrire cette course-là dans le championnat de la Guadeloupe de voile traditionnel. Et d'une manière générale, on va reproduire cet événement-là chaque année. Alors, en cette période, ou peut-être au 15 août, on verra mieux, mais pour reconduire cet événement-là, notamment en termes de voile. Et il y aura aussi du sport ce soir sur Canal 10, puisque ne manquez pas le match de gala entre la Solidarité scolaire et le club franciscain. Ce sera en direct de Bémao à 19h
sur le Facebook de Canal 10 Télévision. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vais quand même méditer un peu ce week-end sur l'inflation et l'augmentation des prix du paquet de canne au bord de la route, ou bien de l'eau de coco, ou bien du jus de canne, puisqu'on a des augmentations qui sont en cours. Ça méritera peut-être une petite enquête. On veut savoir pourquoi effectivement on a de telles répercussions. Apparemment, une bouteille d'eau de coco peut vous coûter jusqu'à 5 € maintenant au lieu de 4 €. Donc bon, on en discutera la semaine prochaine. Je pense que l'heure est grave dans tous les cas. Passez un bon week-end sur Canal 10 Télévision. Moi, je vous retrouve lundi. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan. Oui, je sais, je parle beaucoup de ma canne et de mon eau de coco et des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbe assez, puisqu'on est vraiment dans une dynamique de consommer local de plus en plus fréquemment. Et ces inflations et ces augmentations de prix, qui ne sont pas négligeables quand même, de 50 centimes à 1 €, c'est quand même assez conséquent pour des consommateurs réguliers. Et donc, effectivement, j'en profite pour faire mes petits coups de gueule, même s'il doit y avoir des explications. Augmentation du prix du carburant. J'imagine que la bouteille de plastique a dû augmenter également. Mais il ne faut pas oublier une chose, par contre, c'est que les salaires, eux, n'ont pas augmenté. Donc, poursuivre, ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde si on part dans des délires comme ça. Et c'est pas la peine de me faire des comparatifs avec Saint-Martin où c'est à 10 €. Non, ils n'ont pas d'arbre à Saint-Martin. Bon, à la limite, ça peut se comprendre. Mais chez nous, on en a déjà et on devrait avoir pas mal de cocoterets. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Gridouchou, bonsoir à Jimmy Camagou-Valiard, j'espère que tu vas bien, Jimmy. Bonsoir à Lydie Ratier, à Mouton Lucide. Bonsoir à Marius Labissi. Oui, Jimmy, je sais, il faut aller à la Red Star là, pour les entraînements de Jenny. Je sais, tu veux qu'on aille faire un carré. I know. Bonsoir à Kitoun Cyprien, à Marcel Neuilly, bonsoir à Smadjou Dada, bonsoir à Tania Koali, à Marilou, à Joël Bazit, à Cabarus Lily, à Lina Wild, à Patricia de Normandie. Bonsoir Patricia. Bonsoir à Willy Belaï, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Elisa Davillé, à Wilma Blondeau. Oui, c'est abusé, il faut le dire, C'est qu'on n'est pas prêt pour des augmentations comme ça, arrêtez. Bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Maggie Martol et bonsoir à Fabien Média 97+, à Sonia Socio Lolia. Bon, bonsoir à tout le monde, à Agnès Polma également. Désolé pour mon petit coup de gueule, j'en fais pas souvent, mais étant consommateur et locavore, là, il y a des augmentations de partout et poursuivre, ça va être très compliqué. Déjà qu'on sortait déjà des budgets pour ça, donc ça va être très compliqué. Et je fais un gros bisou à ma chérie chouchou. J'espère que ça va aussi. Bisous toi. Et on se retrouve lundi tout le monde.